Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour obtenir un rôle, je suis allé dans l'appartement d'un grand producteur de cinéma, de télévision, de sitcom et de courts-métrages sur Dailymotion. J'ai accepté que nous flirtions, hein, puisque moi j'avais comme projet d'obtenir un rôle. Et puis au final, même si je ne l'ai pas demandé, si tout était à base de sous-entendus, je n'ai pas eu le rôle. Donc je vais porter plainte contre cet agresseur sexuel. Bienvenue dans l'univers de MeToo. Bienvenue Mario. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous, ou plutôt bonjour, car la vidéo sera Bonjour. diffusée dimanche à Voilà. 15 heures. J'espère qu'il est 15 heures ou 15h02 quand vous regardez cette vidéo. J'espère que vous êtes très fidèles à l'émission. Bienvenue dans l'épisode 7, Bruno et Mario contre MeToo. J'ai planté le décor de manière un peu provocatrice, Oui, mais c'est. ou pas? Oh, pas du tout, pas du tout. Est-ce que tu veux attaquer cette émission D'abord, les formalités d'usage. Tout à fait. Abonnez-vous à la chaîne, Ouais. on est 639. Ouais. Il faut absolument qu'on soit 1000 en 2026. Ouais. Mais, enfin, 2026, c'est dans 12 mois Tout et à demi, fait. donc il y a le temps. Mais d'ici là, il faut passer le cap des 700, des 800, des 900. Donc je compte sur vous pour qu'on soit 700 Ouais. assez vite. Il manque plus que 61 personnes, si mes calculs sont exacts. C'est ça. Donc je compte sur les gens qui apprécient la vidéo pour s'abonner, non seulement pour pas rater les prochaines, puisque même si à chaque fois qu'il y a un Bruno et Mario, c'est le dimanche à 15 heures, c'est pas tous les dimanches à 15 heures. Non. C'est en fonction de ce qu'on a à dire. On ne s'impose pas un rythme, ça nous évite de faire des émissions creuses Voilà. qui sont là juste pour meubler, mais je ne vise personne évidemment, nous sommes des gens bienveillants dans une émission bienveillante. C'est ça. Donc abonnez-vous, puis nous, ça nous permet de savoir que nos contenus sont appréciés, même Voilà. si on n'est pas producteur de contenu, comme on dit, créateur de C'est contenu, ça. mais on essaie de créer de l'impensé dans les impensés de notre camp, comme on dit, dans les angles morts de la droite, comme nous disons. Et donc aujourd'hui, on va parler de MeToo. Bon, après, on pourrait croire que c'est un sujet éculé, parce que l'hypocrisie et l'inanité du féminisme ont été battus en brèche par des grandes personnalités, et notamment, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, par Alain Soral. Oui, bien sûr. Je dis ça parce que je sais que c'est quelqu'un qui peut diviser dans notre camp, mais moi, j'aime bien ce qu'il fait. J'aimais bien à l'époque quand ses vidéos sortaient sur Dailymotion, Bien sûr. il y a peut-être, je sais pas, une vingtaine d'années, je sais pas quand, avant YouTube, et bien c'était toujours un événement. Oui, bien sûr. Il faut quand même, et puis on lui doit contre-culture. Enfin bref, je m'égare déjà alors que c'est l'intro de l'émission, Oui, mais excusez-moi. Pour parler de MeToo, Mais il y voilà, a pour des parler gens- de MeToo, la féminisation. voilà, c'est pour dire que voilà, il y a beaucoup d'écrivains, enfin beaucoup, il y a un bon paquet d'écrivains quand même, qui a écrit des bonnes choses sur le sujet, et je pense que Soral reste le maître sur la dénonciation du féminisme. Dans sa version, moi qui m'intéresse, qui est le féminisme des petites privilégiées qui ont absolument besoin, pour fonctionner dans cette société, d'accéder au statut de victime. Oui, bien Ce sûr. qui n'est pas facile quand on est privilégié. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, bienvenue dans l'univers MeToo, donc Bruno et Marion contre MeToo. Je termine cette introduction extrêmement longue et je te laisse la parole pour commencer, puisque tu as un livre très épais devant toi. Alors je sais pas Oui. si tu veux commencer par ça Oui, ou pas. on va commencer par le livre parce que je pense que c'est très important. MeToo, en fait, je crois que c'était un hashtag sur l'ancien Twitter, donc qui est maintenant X. Je te coupe déjà. Ouais. Moi, j'aime faire ça. Ouais. J'invite nos auditeurs à aller voir sur Internet à quoi ressemble la personne qui a lancé le hashtag MeToo. Ouais, c'est Alice. C'est une actrice, hein, je crois. Je connais plus son nom, mais je me rappelle de son physique. Oui, c'est ça. Bon, on juge pas le physique. Non. Parce qu'une fois j'avais écrit un article sur les femmes dégueulasses, on me l'avait reproché. Ah oui. Donc je vais pas dire qu'elle est dégueulasse. Mais voilà, c'est vrai que le hashtag MeToo a pas été créé par le genre de personne qu'on croit qu'il pourrait le créer. Ah, Une créature frêle et innocente, par C'est exemple. ça. Bon, bref, je ferme cette parenthèse odieuse. c'est ça. Il y en aura plusieurs, hein. Oui. Introduction odieuse, parenthèse odieuse. Mais oui, il faut. Et je te rends à ton intro, pardon. Parce que MeToo, alors je crois que c'est un hashtag, alors c'est en 2017, c'est au moment de l'affaire Weinstein, donc de ce producteur hollywoodien, on va dire, tout puissant à l'époque, et qui est devenu personne hein, en une semaine. C'est marrant comment les carrières vont vite parfois. Et ça a été repris après en France.
Mais en France, ça s'était un peu radicalisé, c'était devenu Balance ton porc. Oui. Et alors, je ne sais plus qui a lancé ça exactement, mais c'était à la même période, hein, fin 2017. Et il y a eu une sorte de traînée de poudre, comme ça a été un phénomène mondial, hein, alors J'aime bien, très médiatique. Hein. j'aime bien l'honnêteté inconsciente, comme d'habitude, chez les gens médiocres de gauche et de son extrême. Dans Balance ton porc, il y a tout. Il y a Balance, Ouais, ouais. c'est très La intéressant. délation. Voilà, la délation. Et il y a ton porc, ça veut dire que la personne est déjà jugée. Bah, Il n'y a pas de l'état de droit, la présomption d'innocence, toutes ces choses auxquelles ces gens sont censés être attachés, hein, Ouais. les démocrates, etc. Et donc c'est doublement intéressant, je trouve, psychologiquement. Celles qui se définissent souvent comme des descendantes de sorcières Ouais. aiment la chasse aux sorcières, finalement. Oui, bah, bien sûr. Je ferme cette parenthèse. Mais balance ton porc, oui, tu as raison. Balance, quand on dit c'est une balance, bon bah voilà, hein, c'est la dénonciation, donc c'est pas quelque chose de forcément très moral, même si maintenant on peut déguiser ça en lanceur d'alerte, enfin lanceuse d'alerte plutôt, ou je sais pas, voilà, féministe vertueuse. Il y a une philosophe qui avait parlé de stalinienne en jupon pour Oh, qualifier ces nouvelles c'est drôle. féministes. C'est une formule assez intéressante. Et le ressort du hashtag est dramatique parce que le ressort du hashtag, c'est que le hashtag étant populaire, pour qu'un tweet soit populaire, il faut que le hashtag figure dans le tweet. Oui, c'est ça. Et donc, il faut avoir été soi-même victime pour être dans la tendance. Ouais, Enfin, il y a tout un... Au-delà même du fond, ouais, dans tout l'environnement de la forme, ouais. il y a un problème déjà. Il y a un problème, c'est pas cohérent, et tu le dis très justement, c'est-à-dire que rien que balance ton porc, donc déjà il y a un appel à la délation, c'est pas forcément cohérent, bon, dans un état de droit, on n'arrête pas de nous parler d'état de droit tous les jours, etc. Et puis, donc tu as une espèce d'appel à la vindicte, à la calomnie, à la rumeur, au lynchage en fait, hein, C'est avec ça. le goudron et les plumes. Mais c'est typiquement la pensée, là pour le coup, on va parler du stalinisme, c'est typiquement le communisme, quoi. C'est Ouais. la personne ne répond pas à une certaine orthodoxie dont on a décidé ce qu'elle était, et donc non seulement on lui fait un reproche, mais plutôt que de chercher la justice, on va chercher sa destruction. Oui, c'est ça. Il ne doit plus avoir le droit d'exercer son activité, d'être invité dans des shows ou des festivals ou je ne sais quoi. Oui, c'est ça. C'est vrai, c'est très communiste. D'ailleurs, parenthèse, qui n'a rien à voir avec toi, désolé, je t'embarque là-dedans. Signer ma pétition contre le Parti communiste, il a été interdit en Pologne. Là, il y a une semaine ou deux, ce serait dommage que ce soit pas interdit en France. Bientôt en France. J'espère. Donc signé, je vous mettrai un lien sous la vidéo. Je prends en otage les Bruno et Mario pour faire la pub pour ma pétition. Je te rends à ton propos. C'est lié quelque part. On parle de stalinienne en jupon, l'expression est pas mal. Mais tu dis balance ton porc, donc il y a la délation. Et puis, tu as raison, ton porc, il y a une forme d'animalisation, ce qui est quand même assez incroyable parce qu'on nous a toujours appris que quand on commence à animaliser son adversaire, c'est qu'on est du côté du fascisme, du nazisme, des heures sombres de notre histoire. Donc c'est quand même assez drôle que ces gens-là ne s'appliquent pas à eux-mêmes le code de vertu, de déontologie qu'ils attendent des autres. Mais ça, on commence à être un petit peu habitué. Hein. Oui. C'est un peu ce double standard moral qui est un peu la marque de fabrique, on pourrait dire, de la gauche et de cette gauche morale qui est absolument insupportable. Ouais. Parce qu'elle n'est absolument pas morale et elle est plutôt du côté de ce que Molière en son temps appelait la tartufferie, c'est-à-dire des faux dévots. Hein, c'est-à-dire, voilà, on se part de la vertu et en fait, on a des méthodes absolument dégueulasses. Et j'ai regardé un peu, donc depuis 2017, cette espèce de nouvelle terreur, en fait, hein, de terreur féministe, hein, qui se vivait comme ça d'ailleurs. Hein. On sait très bien qu'après la Révolution française, il y a la terreur. Mais en fait, la terreur, elle est contenue dès le début, dans l'œuf de la Révolution française. Et on peut rappeler que dans le féminisme, ou le néo-féminisme un peu dingo et un peu radical, la terreur, elle est contenue dès le début. J'ai appris en lisant, non pas ce livre, mais un autre livre, qu'il y avait une certaine néo-féministe qui est rééditée maintenant, qui a écrit un petit bouquin qui s'appelle le Scum Manifesto, qui est Valeria Solanas, je crois que c'est son nom. C'est une féministe américaine des années 60, icône des féministes. Et j'ai appris que cette personne-là, qui est citée dans tous les podcasts, parce que
les féministes aiment beaucoup les podcasts. Je sais pas, il y a un lien, je sais pas. Il y en a un qui s'appelle les couilles sur la table, notamment, j'ai vu ça. Donc, on balance ton porc, après il y a les couilles sur la table, donc il y a une forme d'élégance aussi. Ouais, alors chez ces féministes-là, il y a un truc qui est... Elles sont obsédées par couilles bichat. Oui. Une conception un peu gynécologique. Ah ouais, c'est très... c'est pas très gender friendly d'ailleurs, mais ça parle toujours de... Oh, on a fait un moulage de vulve pour la journée de la femme. Elles sont moi, ça me rappelle quand t'es gamin et que tu fais une bite sur la table. Ça fait un peu cours d'SVT. Ça fait un peu des bilos d'école, quoi, collégiens un peu attardés. Et ça, c'est pour le côté, tu sais aussi, on s'émancipe, donc du coup, on parle comme les bonhommes dans les vestiaires, tu sais. Alors que les bonhommes parlent pas comme ça. C'est absurde, quoi, ça n'a aucun sens. Ça me fait penser à une lesbienne avec qui je travaillais, et elle voulait vraiment faire bonhomme, elle parlait que de sport et de mécanique. Ah oui. Je connais aucun mec qui parle que de ça. C'est l'image qu'elles ont des hommes, c'est un peu ridicule. Mais bon, j'apprends grâce à toi qu'elles aiment les podcasts, donc j'espère qu'elles sont en train de regarder. Ah bah voilà. Est-ce qu'on peut appeler cette émission podcast ou pas, vu que c'est filmé, ouais, je sais pas. Pourquoi pas. En tout cas, ça a le format de podcast. Mais de toute façon, le podcast, c'est quoi? C'est des gens qui se rassemblent pour papoter quelque part. Bah, c'est ça, voilà. Donc, pourquoi pas. C'est notre côté féminin, finalement. Écoutez, tout est possible, hein, un nouvel espace de débat, pourquoi pas, peut-être que... Et cette philosophe, cette féministe des années 60. Cette féministe, donc Valeria Solana, je crois, donc avec le Scum Manifesto, qui est vraiment une référence des féministes françaises, européennes. En fait, j'ai appris, par le plus grand des hasards, parce qu'ils nous disent, ouais, c'est une icône, elle est géniale, elle est brillante... Et en fait, elle était complètement dingue, elle était dingo, et elle a quand même failli buter 3 personnes, dont le célèbre artiste Andy Warhol, qui était le pape du pop art. Elle l'a buté parce qu'en fait, il avait refusé de monter dans sa factory, je crois, à New York, sa pièce de théâtre, donc la pièce de théâtre de cette féministe, qui était nulle, quoi. Et elle l'avait pas accepté. Elle avait dit, en gros, mais t'es qui? Donc on est toujours sur cette mécanique de la déception, hein, qui bizarrement après amène à une prise de conscience féministe, hein, c'est bizarre, et une violence, parce que elle était frustrée, et du coup elle a pris un flingue, elle lui a tiré dessus, elle voulait le buter, et la balle a transpercé son poumon. Le gars, il est resté avec un corset jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'il y avait ses intestins qui partaient en couilles et tout. Donc c'est assez atroce, mais ce que j'ai trouvé assez incroyable, c'est que personne... Vous lisez Télérama, vous lisez Les Inrecuptibles, vous lisez Le Monde, vous lisez L'Idée. Je n'ai jamais entendu à aucun moment que Valeria Solana, c'était en fait une meurtrière. Jamais. Alors qu'elle était dingo. Voilà, et c'est le fait biographique majeur dans son CV, c'est ça, c'est que c'est juste une schizo qui avait buté parce qu'elle avait écrit une pièce de théâtre de merde et que personne n'en voulait, même Andy Warhol, qui est un mauvais artiste, quoi. Le mec, c'était de la sérigraphie, mec qui recopiait des photos de Marilyn Monroe, quoi, Andy Warhol, donc c'est le degré zéro de l'art. Immense artiste. Et même lui n'en voulait pas, quoi. C'est-à-dire le niveau de merde de la pièce, quoi. Je pense qu'il faudrait la retrouver. Moi, je vais retrouver le texte de cette pièce. Bon, ça sera peut-être mieux qu'un texte de Virginie Despentes, peut-être. Ou Camille Ernaux. Et son grand double, Annie Ernaux, qui au moins, contrairement à Annie Ernaux... Lisez Annie Ernaux. Contrairement à Annie Ernaux, elle a de l'humour. Ça peut être bien dans la vie, des fois. Et lisez d'Annie Ernaux, la liste des courses. Voilà, les soldes de chez But. Ah non, c'est les soldes de chez But. Mais c'est un peu pareil. Je crois que c'est un chapitre, la liste des courses. C'est ça. C'est le premier chapitre. Activité féministe, s'il en est. Hein, Les soldes de chez But d'Annie Ernaux. Ah oui, lisez ça. Le lien à lire. Voilà, c'est une parodie de propos féministes au supposé-tel de bas étage, mais qui est très drôle. Et donc voilà, donc on apprend ça, et du coup j'ai regardé un peu si depuis 2017 et depuis cette terreur un peu néo-féministe, un peu les staliniennes en jupon, comme disait, je sais plus, Annie Lebrun, je crois qu'elle s'appelait, il n'y a pas eu des livres en fait contre MeToo. Et il y en a eu très peu. Et j'étais surpris, faussement surpris, mais surpris quand même qu'il y en ait aussi peu en fait.
Il y en a eu 2, à ma connaissance, en France, enfin, édités par des grosses maisons. Il y a eu chez Plon, donc Noémie Alioua, c'est celui que j'ai lu, donc La terreur jusque sous nos draps, qui est sorti en 2024, donc très tard en fait, hein, Ouais, 7 ans après. Vraiment, oui. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre 7 ans pour qu'enfin on puisse critiquer ce mouvement, parce que je sais pas si tu te souviens. Il a fallu parce que je crois savoir d'où il vient. Oui. Est-ce qu'il y a un lien avec l'éclosion politique de Zemmour en 2022 ou pas? Ces réseaux-là ou pas? C'est possible. Alioua, je crois qu'elle est journaliste au JDD, je crois. Mais parce qu'il a libéré pas mal de gens quand même, avec tous les défauts, bien sûr. On a fait une émission complète sur son livre la dernière fois. Bien sûr. Mais je pense que ça fait partie de ce. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées depuis 2022, niveau intellectuel, un peu. Oui, bah ça joue à contre-courant. Ça joue, bien sûr. Ça joue dans un écosystème. Je sais pas si en 2021 il serait sorti celui-là. Non, mais c'est marrant. C'est-à-dire que il a fallu attendre 7 ans pour qu'il y ait ce bouquin. Donc je vous conseille vraiment, hein, La terreur jusque sous nos draps, de chez Plon, de Noémie Alioua, qui est un livre courageux, je trouve. En plus, c'est une femme qui l'a écrit. Donc on peut pas. C'était la question que j'avais posée, les 2 livres dont tu vas parler. Et l'autre livre que j'ai un peu censuré, ou que j'ai pas voulu vraiment lire en priorité, c'est parce qu'il est écrit par Caroline Fourest. Ah. Alors après, voilà, parce que Caroline Fourest, c'est quand même pas notre amie politique, je pense que c'est un euphémisme. Et elle a écrit un livre, mais il faut être honnête intellectuellement, elle a écrit un livre que je n'ai pas lu, que je lirai peut-être, qui s'appelle Le Vertige MeToo, qui est sorti la même année d'ailleurs, l'an dernier, en 2024. Donc c'est marrant d'un point de vue historique. Oui. 7 ans après, 2024, il y a enfin une libération de la parole, mais pas pour MeToo, mais contre MeToo. Mais Caroline Fourest, si tu nous regardes, moi je pense qu'elle est en train de se droitiser. J'ai un livre à elle qui s'appelle Génération offensée. Ah oui, et contre la police de la pensée. Contre la police de la pensée. Bon, je crois que j'en avais fait un podcast, je me rappelle même plus, mais bon, il y avait des trucs à redire évidemment, c'est une gauchiste. Mais on sent que quand même. Oui, elle est tentée, bon. Hein. Elle est tentée par le côté obscur. Ou lumineuse. Rejoins-nous, Caroline. Voilà. On a des mugs roses à tulipes. On n'est pas que des monstres. C'est ça. Donc, Noémie Alioua. Donc, c'est une journaliste au JDD. Alors, j'ai vu dans le nouveau numéro du JDD, là, la semaine dernière, elle était dedans. Donc, je pense qu'elle travaille pour le journal du dimanche. Là, elle travaille pour un média qui s'appelle Factuel, que je ne connais pas. On présente bien. Voilà. Sur elle, si on n'est pas sur. Voilà. Non, voilà, elle reconnaît elle-même qu'elle a été élevée dans un milieu très conservateur, voire réactionnaire. Et après, elle fait son bouquin est très intéressant parce que c'est un historique de MeToo, donc comment ça s'est emballé. Et puis après, il y a des cas assez concrets. Et elle a une analyse assez intéressante et drôle du film Barbie, qui avait cartonné il y a 2 ans, à l'été 2023, et qui a fait $1 milliard de recettes. Un carton qui a fortement déplu aux gens qui ont promu le film au début. Oui. Parce que les jeunes hommes ont pris au premier degré, mais je pense que c'est la meilleure façon de le prendre, le personnage de Ken. Oui, bien sûr. Joué par Ryan Gosling, que j'ai trouvé fantastique dans Drive. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Ah bah oui, bien sûr. Mais bref, et c'est pour ça que j'ai regardé Barbie, moi, c'est juste parce qu'il y avait lui dedans. Ouais. Et je comprends pourquoi il y a eu un engouement, puis un contre-engouement. Et sur ce film, c'est assez drôle. Il y a eu un engouement des jeunes hommes qu'on dit... il y a la fameuse chanson We Are Ken. Oui, c'est ça. C'est l'apologie d'une certaine vision de la masculinité. Et du coup, il y a eu un contre-feu en disant mais non, mais c'est pas ça le film, faut s'intéresser à Barbie un peu. C'est ça. Et la fin du film, c'est Barbie qui fait la queue chez le gynéco. Oui. Bah oui. Voilà, quoi. C'est drôle. Ah oui, c'est très très drôle. Elle en parle très longuement parce qu'elle essaye de prendre au sérieux tous ces trucs de pop culture parce que ça veut dire, ça a un sens. Bien sûr. Et donc, elle dit voilà, que dans ce film-là, Barbie, il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas d'amour. C'est des êtres, en fait, même physiquement asexués, puisqu'ils sont châtrés et ils n'ont pas d'organes génitaux. Donc, en fait, ça, d'un point de vue philosophique, on arrive aussi à ce mythe de l'androgyne qui travaille beaucoup nos élites. Hein. On le voit avec tout ce qui est transgenrisme, parce que, évidemment, MeToo, c'est très lié à ça aussi. Hein. Il faut voir ça d'un point de vue global. Moi, c'est un peu mon obsession, mais ça me fait penser
Alors tu viens de dire, mais là c'est capillotracté, mais ça me fait penser quand même à l'hérésie cathare. Alors tu vas me dire, là, faut me montrer l'itinéraire là. Alors je m'explique, j'avais fait un article il y a quelques années maintenant sur... C'est pour réflexion à l'époque. Voilà, pour réflexion, qui est devenu l'excellente revue L'Intransigeant. Le 3 sort en janvier. Le 3 sort en janvier, et c'est vrai. Et il sort en janvier avec des articles qui vont faire parler, je pense. Je pense que là, il y a des nouvelles aussi, pas mal. Hein. On vous en dit pas plus, hein, mais il faudra le commander. Hein. Bah, on fera une vidéo de présentation, on la fera peut-être à deux. Ouais. Une vidéo de présentation de l'Intransigeant 3. L'Intransigeant, en gros, c'est quoi? C'est l'incorrect, vous voyez, mais en mieux. Voilà. Donc, abonnez-vous à l'Intransigeant. Ouais, voilà. je vais mettre des liens. Tiens, il y a des nouvelles, de la littérature, de la philo, de l'histoire. Je vais mettre le lien pour acheter le 1, le lien pour acheter le 2 et le lien pour s'abonner. Voilà. Et dans pour réflexion. Pour réflexion, qui est l'ancêtre de l'Intransigeant. J'avais fait un article contre l'hérésie cathare. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il nous parle de ça? Tu avais appelé ça matrice du mondialisme ou non? Oui, un truc comme ça. Matrice du mondialisme. Alors pourquoi? Alors je suis pas vraiment original là-dedans. Je vais faire un petit détour, une petite digression. J'aime bien ça, mais Pierre Hillard en a parlé. Un philosophe que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Alain Pascal aussi. En a parlé. C'est tout ce qu'on appelle la gnose et les hérésies, hein. C'est-à-dire ce courant de ce qu'on appelle le christianisme ésotérique. Il y a déjà un oxymore, parce que le christianisme n'est pas ésotérique. Et c'est pas une initiation, c'est au contraire, c'est le contraire d'une initiation. C'est vraiment la recherche du salut de toutes les âmes. Voilà, ça n'a rien à voir. Voilà, la vérité, la lumière, le chemin, la vie n'a pas à se cacher. Donc, l'hérésie cathare, dans l'hérésie cathare, il y a une haine absolue du corps. Il y a une haine du corps, il y a le mythe de l'androgynie, il y a une haine même de la procréation, même des relations sexuelles, il y a une apologie du suicide, hein, ce qu'ils appelaient l'endura, et il y a une haine de la propriété privée. Donc c'est un espèce de communisme mu par une culture de mort. Ils sont pas véganes ou végétariens? Ils sont véganes. Ouais, c'est ça. Parce que c'est très lié à une forme de pythagorisme aussi. Hein. Vous savez, Pythagore, ce philosophe grec qui n'est pas que le gars du théorème et des triangles, mais qui était aussi végétarien. C'est-à-dire que Pythagore, le gars des triangles. Voilà. Le raccourci. Pythagore, dans sa vie, ne dessinait pas que des triangles. Il bouffait pas de viande aussi. Voilà, c'est l'instant culture antique. Vous allez... Les racines profondes de l'européen. Voilà, vous allez vous endormir moins con. Et dans le pythagorisme, ou pythagoricisme, si on veut être un peu pédant, un peu dans le jargon, il y avait cette haine, de la viande, de l'incarnation, en fait. En fait, tout se tient. C'est-à-dire qu'on a cette haine de la matière, mais d'une manière complètement hérétique. Ouais. Parce qu'on dit souvent, par exemple, un type comme Michel Onfray dit, il a passé sa vie à dire le catholicisme, le christianisme, c'est une haine du corps. Il faut être complètement débile pour dire ça. Oh oui. Alors déjà, le catholicisme, déjà, c'est l'incarnation. Tout à fait. Donc l'incarnation en latin, c'est la chair. Et puis, le gars, il a lu le Cantique des Cantiques. C'est pas mal, le Cantique des Cantiques. Hein. C'est pas une haine du corps, hein. Ou alors il a pas lu. Hein. Mais on n'est pas dans Barbie et les poupées châtrées, là. Hein. On est dans la vie, on est dans quelque chose de vivant. Et dans le catharisme, on a une mauvaise compréhension du christianisme, qui est une perversion, en fait. Hein. C'est un mensonge, et en cela, c'est clairement diabolique. Hein. Et on a cette haine du corps et de l'incarnation. Et c'est pour ça que je dis que ça me fait penser cette nouvelle idéologie transgenre, féministe, mais parce que ça... Ce sont les nouveaux cathares. Ben, c'est lié aussi, quelque part. C'est parce que c'est une certaine vision du monde. Et moi, c'est un peu mon mantra, mais je pense que toutes nos convictions politiques sont encadrées par des considérations beaucoup plus générales. Bien sûr. Qui sont des considérations psychologiques et philosophiques, on pourrait même dire métaphysiques. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de politique sans métaphysique. Et chaque politique correspond à une métaphysique. Par exemple, la gauche, elle est clairement matérialiste. Quand vous parlez avec quelqu'un de gauche, si vous parlez par exemple avec une féministe,
ça m'étonnerait qu'elle vous dise 2 secondes après, moi je crois en la vie éternelle, par exemple. Ça m'étonnerait. Elle va croire dans sa prochaine consommation, son prochain achat, et voilà, rien d'autre finalement. Ouais. Voilà, ce qui est finalement très cohérent, cette extrême gauche libérale, on pourrait l'appeler, Ouais. elle est très cohérente avec un certain capitalisme en fait. Bien sûr. Parce qu'on surconsomme, il n'y a pas de bien commun, on est dans une forme d'anomie, d'individualisme, d'égoïsme, etc. Donc tout ça est très lié. C'est pour ça que je fais cette petite dégression. J'espère qu'on ne s'est pas perdu. Attendez, c'est pas fini. On va aller encore plus loin. Mais c'est pour resituer philosophiquement, on pourrait dire une Bien philosophie de MeToo. Parce que MeToo, on peut faire une philosophie du mouvement MeToo. On est là-dedans, on est dans une espèce de féminisme matérialiste, du court-termisme, qui voit pas plus loin que le bout de son Tweet. ou que le bout de sa, je sais pas, de sa carte bleue ou son portefeuille. Et finalement, voilà, c'est l'individu, la femme qui est là quand même, pardon, mais qui est conçue par Dieu biologiquement pour donner la vie, c'est-à-dire peut-être la plus belle chose qui puisse exister. Bon, un homme que je sache ne peut pas encore faire ça. Oh, doucement sur les propos fascistes. Il me semble. Je me suis peut-être trompé. Non, mais c'est justement, voilà. c'est marrant de voir comment les féministes parlent de la maternité. Le terme de poule pondeuse, Oui. je l'ai vu que dans des ouvrages féministes. Oui, J'ai jamais vu un homme écrire sur la femme poule pondeuse. Non. Alors ça doit exister, des tarés de gauche qui veulent se faire bien voir, mais c'est pas du tout du vocabulaire de droite et tout. Pourtant, elles s'auto-définissent comme ça pour dire qu'elles ne sont pas ça. C'est dommage, c'est la plus belle singularité qu'elles ont. Elles donnent la vie, mais bon. Et ça peut être source de joie, paraît-il. En tout cas, ça a été... Et de fatigue, mais de joie. En tout cas, ça a été comme ça pendant des millénaires. Donc apparemment, c'est que ça a dû plutôt marcher. Ou alors l'humanité s'est toujours trompée jusqu'à l'arrivée du mouvement féministe. Voilà. Donc il serait intéressant, pas dans cette vidéo parce qu'on n'a pas préparé le sujet, mais dans une autre, pourquoi pas dans un article, de regarder d'où il vient. Oui. Parce Je te vois venir. Parce qu'en général, les idéologies qui cartonnent d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, et qui vont à l'encontre de ce qu'a pratiqué l'humanité tout le temps qu'elle était plutôt saine et naturelle, en général, ça vient toujours du même endroit. Ouais. Mais le communisme. Évidemment. Mais merci. On en revient toujours au communisme. Merci de m'avoir sauvé d'un procès. Mais c'est vrai que, alors après, c'est vrai que les féministes dans les années 60, c'était très lié au mouvement communiste d'extrême gauche, au trotskisme, et puis aussi apparemment donc au meurtre en fait, tout simplement, notamment avec Valeria Solana, qui qu'on nous présente comme une grande philosophe, mais qui avait tenté d'assassiner Andy Warhol. Et ça, je l'ai appris il y a un mois, ce qui est quand même assez incroyable. Donc dans Je me permets de te couper. Alors heureusement, j'ai l'impression que ça n'a pas fait des mules, ou alors ça a disparu des radars. Mais il y a eu une petite tendance aux États-Unis à un moment sur les réseaux sociaux, c'était de faire une photo après avoir avorté un garçon. Ah oui. Oui, il y a eu une petite mode comme ça, pareil sur Twitter, pour se faire mousser le temps de quelques clics. C'était peut-être faux, peut-être c'était juste des avortements lambda. Si un assassinat d'enfant peut être considéré comme lambda, mais il y a eu toujours cette morbidité. Bien sûr. De sous-tend un peu le truc. De toute façon, on en reparlera dans une prochaine vidéo sur l'avortement, parce que tout ça est très lié. Évidemment, les féministes étaient les premières à être à l'offensive donc contre l'avortement et en pratiquant cette industrie de l'avortement qui est une industrie de masse, puisque maintenant on estime à 250 000 par an en France, je crois, les avortements, c'est considérable. Dans un contexte où là, pour la première fois depuis très longtemps, il y a plus de décès en France que de naissances cette année. D'ailleurs, il y a la marche pour la vie, je crois que c'est début janvier, je me demande si c'est pas le dimanche 8 ou un truc comme ça. Je mets le lien aussi vers la marche pour la vie en description.
Voilà, la marche pour la vie qui n'est pas appréciée par les féministes MeToo, hein, paraît-il. Voilà. C'est plutôt la marche pour la mort, je crois, ou contre la vie, peut-être. Pourtant, dans nos manifs à nous, il n'y a pas d'agression sexuelle. Oui, voilà. Parce qu'à chaque événement de gauche, il y a un hashtag. C'est vrai. C'est étonnant. C'est vrai. Elles se font plutôt agresser par des gens de leur milieu. J'ai l'impression. C'est assez bizarre. Mais parce que je pense que c'est le saint graal qu'elles attendent toutes, c'est de pouvoir être agressées par quelqu'un qui n'est pas de leur bord. Idéalement même par un fasciste. Ah, mais peut-être que les fascistes sont peut-être plus galants que les gauchistes. Peut-être. Ou peut-être qu'ils sont instinctivement rebutés par les féministes et ce qu'elles dégagent comme aura. C'est possible. C'est possible. Mais donc ce livre de Noémie Alioua est très très intéressant. Elle parle de ce film Barbie. Alors ça peut paraître un peu surprenant. Elle parle aussi de La Belle au bois dormant, ce fameux... le baiser non consenti. Voilà, le baiser non consenti, qui est vu comme la culture du viol. Alors la culture du viol, ça c'est une expression assez incroyable. Alors il y a le patriarcat, ça revient souvent. Donc le capitalisme, enfin l'histoire de l'Occident. Alors que l'Occident, parce qu'en Afrique par exemple, dans les pays musulmans, il n'y a pas de patriarcat. Non. En Iran, il n'y a pas de patriarcat. Non. Il faut le savoir. Hein. L'Iran n'est pas patriarcal. Hein. Non, pas du tout. Non, c'est les blancs catholiques. Ouais. Voilà. Et faire ça, c'est de l'islamophobie. Hein. Il faut le savoir. Et donc, il n'y a pas de patriarcat dans les pays musulmans. C'est à peu près une évidence quand on est sain d'esprit de penser ça, je pense. Bien sûr. Tu en penses quoi? C'est pas du tout avoir du caca dans l'œil, je veux dire. Moi, en tant que femme, je me sens plus en sécurité à Kaboul que dans une réunion du Rassemblement national. Voilà, je pense qu'on peut le dire. Clairement. Le danger, il est pas à Kaboul. Voilà. Il est au QG du RN. C'est ça. Mais quoique, pour un homme, le RN, faire attention. J'y ai pensé, mais je n'osais pas. Mais pour une femme au RN, on sera touchée par personne. Ou peut-être par une femme. À l'Assemblée, il n'y a aucun problème. La seule assistante parlementaire n'a pas avoir eu de problème avec un député. Elle a tout tenté, hein, mais ça n'a pas réussi. Non, ça les intéresse pas. Ils sont attirés par autre chose. Là, c'est ça, je sais pas quoi, c'est bizarre. C'est très étrange. Bon, bref. Donc, il n'y a pas de patriarcat dans les pays musulmans, t'es d'accord? Non, c'est nous. Voilà. Moi, je pense qu'il faut être objectif, il faut être lucide, voilà. Sinon, c'est faire de l'islamophobie et c'est pas bien. Donc, il y a cette expression culture du viol. Donc, il y a le patriarcat. Donc, en fait, voilà. Alors, ces gens-là rappellent jamais que, par exemple, les guerres, tout ça, la plupart du temps, c'est quand même des hommes qui meurent à la guerre. Enfin bon, mais ça, voilà. Mais non, mais en fait, c'est les hommes, on a mal compris, qui déclenchent les guerres. Bien sûr. Parce que j'ai même entendu, il y a une féministe qui a écrit un bouquin, rends-toi compte, qui s'appelle Le coup de la virilité. Le coup, donc C-O-U-T. Tout est dans le titre, le coût de la vérité. Donc déjà, on a une approche utilitariste, capitaliste, de cost-killeuse, quelque part, de manager, quoi. Bien sûr. En gros, la virilité, ça coûte cher. Donc, on a une approche qui se dit de gauche, mais qui est en fait ultra-capitaliste. Bien sûr. Elle nous dit, donc, oui, mais les hommes, ils ont plus d'accidents de bagnole, ils tuent plus, dans les prisons, il n'y a que des hommes. Voilà, blancs, bien sûr. C'est une évidence. Du RN. Du RN. Et du GUL. Du RN hétérosexuel. Ouf. Faut se lever tôt. Il doit rester un ou deux. Et attends, qu'est-ce qu'il dit? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a patriarcat. Ah oui, puis culture du viol. Culture du viol. Alors, la culture du viol, ça, c'est assez incroyable. En fait, pour paraphraser un peu Houellebecq qui parlait je crois que son premier roman, c'était Extension du domaine de la lutte. Bah, avec les féministes, on a extension du domaine du viol. C'est-à-dire que le viol est partout. Je sais pas, parce que un viol, je sais pas ce que tu en penses, mais juridiquement, je crois que pendant des années, des décennies, ça a été une pénétration. Oui, bien sûr. Bon. Le viol, ce qui est la culture du viol maintenant, ça peut être donc une agression sexuelle. Donc, la définition. C'est deux choses différentes. La définition, sur le plan sémantique, varie d'une féministe à l'autre. Hein.
C'est-à-dire qu'une drague un peu lourde peut être une agression sexuelle, peut même être du harcèlement sexuel. Alors, qu'est-ce que le harcèlement, qu'est-ce que l'agression sexuelle, etc., etc. Mais ça, maintenant, c'est subsumé sous un seul vocable, le viol. Donc, on a une extension du domaine du viol. Voilà. Donc, l'OQTF qui va violer sauvagement quelqu'un, enfin une femme, va être au même plan qu'un mec qui a essayé de draguer une fille et la fille s'en est fâchée, quoi. Mais c'est la même chose, c'est la même culture. Voilà, et même peut-être que l'OQTF, attention, il a peut-être violé. Il n'a pas les codes. Et massacré, mais il n'a pas les codes culturels. Et peut-être que comme la victime était blanche, il a cru que c'était une raciste. C'est même peut-être ça. Donc, voilà, je veux dire, dans le discours féministe, c'est peut-être moins pire. Moi, je pense qu'il faut dire les choses. La gauche est clairement le camp des intellectuels rationnels. Je veux dire, quand on lit... C'est pas du tout des dingos. Quand on lit leurs textes, les textes de gauche, on n'a pas du tout envie de rire. Voilà. Moi, je pense qu'en fait, fondamentalement, les wokistes, les féministes, et tous ces gens-là, en fait, c'est une forme de... Tu sais, ce mouvement littéraire d'il y a un siècle qu'on appelait le surréalisme ou le dadaïsme. Pour moi, c'est du dadaïsme. Ces gens-là, je pense qu'ils... Non, mais moi, je pense que c'est des gens... Ils jouent avec les mots, en fait. C'est des gens très intelligents. Moi, le dernier livre féministe que j'ai acheté... c'était Froidevométrie. Non, alors... T'as fait un podcast là-dessus? J'ai fait un podcast sur Froidevométrie et Gratiné aussi. Moi, je mettrai le lien du podcast. J'ai plein de liens, mais il faut pas que j'en oublie. Ouais. Non, c'est un livre qui doit être de 2020, je crois, mais que j'ai acheté que cette année. Le titre montre à quel point il y a une recherche de vérité, de littérature, d'élévation. Ouais. Le titre, c'est « Moi, les hommes, je les déteste ». Ah oui, c'est subtil. Sous-titre nananananer, quoi. Oui, moins, quoi. Ouais, moi, les hommes, je les déteste. Ouais. C'est le dernier ouvrage féministe que j'ai acheté. Le titre j'ai pas encore attaqué. Le titre annonce une sorte de complexité dans la pensée, de conceptualisation subtile. Ça va être une cure d'élévation morale. Oui, voilà, c'est ça. Et heureusement que la gauche est là, parce que sans elle, on pourrait pas penser. De toute façon, c'est simple. La gauche, ils vont à la fac. Ça, c'est un truc. Mais moi, mon avis compte. Je suis étudiant, je suis à la fac. On entend ça souvent chez les féministes des campus. Ah oui. Mais oui, mais nous, on sait parce qu'on est à la fac. C'est ça. En études de genre. Et gender studies. Non, mais il y a ce complexe de supériorité. On le retrouve chez des gens comme Froidevométrie, pardon. Ouais. Et je sais pas mal. Et en plus, chez elle, Froidevométrie, je ne l'ai pas lu. Mais tu pointes quelque chose qui est très intéressant aussi, c'est le côté bourgeois aussi de ce féminisme. Parce que ça, c'est central aussi. Ah ben, et ça, c'est... Soral a tout dit là-dessus. Ouais. Pour moi, il a vers la féminisation, non, c'est ça surtout dans ses vidéos. Dans ses vidéos. Dans ses interventions vidéo, si vous avez les archives, je sais pas si sur ina.fr ça y est, mais... quand il était invité chez Ardisson. Chez Ardisson, puis à une époque, il y avait un espèce de jeu, c'est que dès que des chiennes de garde... Ah oui, Alonso, tout ça était invité, ou la plus vieille, là, qui a lancé Alonso, j'oublie toujours son nom, à chaque fois, ils invitaient Soral. Ah oui, c'était le sparring partner. Voilà, ils savaient que ça ferait un beau combat. Bon, puis il a suffi qu'ils disent 2-3 trucs sur les juifs pour que tout ça s'arrête. Oui, il y avait vers la féminisation, qui a été plagié par Zemmour, fait dans le premier sexe. Oui, tout à fait. En fait, en soi, le livre de Zemmour, il est pas dérangeant. S'il n'y avait pas un énorme silence, c'est qu'à aucun moment il cite Soral. Oui, c'est comme le racisme anti-blanc de François Bousquet. Qui parle pas du tout de Sirène, de Rissen, pardon. D'Hervé Rissen. Mais le racisme anti-blanc, c'est pire parce qu'ils disent que c'est le premier livre sur le sujet. Oui, parce que Zemmour, lui, dit pas ça. Il dit pas que c'est le premier. Il est dans l'omission. Voilà. En fait. C'est une autre stratégie. Mais ce qui est tout aussi inélévant, parce que, voilà, on peut, surtout quand on est juif, on peut être en désaccord avec Soral, mais je trouve que sur les femmes, il a beaucoup dit, beaucoup écrit, enfin, sur les femmes, sur le féminisme en tout cas, parce que sur le féminisme. Il y a pas mal de trucs, c'est un peu des conneries, mais sur le féminisme et les côtés bourgeois du féminisme, et c'est ce que je disais en début d'émission, justement, quand on est une blanche bourgeoise, on n'est pas du bon côté du manche. Par contre, si on rajoute victime, bien sûr, hop, là c'est bon. Bien sûr. On est du bon côté. Bien sûr. Et du coup, et ça Soral le démontre très bien. Du coup, il y a des bourgeoises qui, sous prétexte qu'elles se sentent solidaires de victimes ou qu'elles se prétendent elles-mêmes victimes, ça aussi c'est un autre sujet, vont donner la leçon à des inférieurs sociologiquement.
Et ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que finalement, quand la gauche a abandonné, si tant est qu'elle ait eu à un moment un discours de défense des pauvres et de la classe ouvrière et des travailleurs, parce que je pense qu'on pourra faire un Bruno et Mario là-dessus. Parce que moi, je réfute cette idée répandue à droite. Voilà, ou un dossier sur l'intransigeant, que finalement, la gauche n'a peut-être jamais été la défenseuse du peuple, des classes ouvrières et des travailleurs. Quand elle a pris le pouvoir en 1789, elle a détruit les corporations. Elle a détruit les corporations. C'est pas très proche des travailleurs. Voilà, le droit de grève, c'est Napoléon III. Ouais. Et puis les premières considérations sur la classe ouvrière, c'est finalement les catholiques. Bien sûr. Et notamment le pape, et oui, Léon XIII. Le catholicisme social. Faudrait même aussi faire une histoire des congés payés. Oui. Que soi-disant on doit aux communistes. Oui. Moi je pense qu'il faut creuser au Front populaire. Au Front populaire, pardon. Ouais. Mais aux communistes, tu as raison. Et, et donc voilà, je pense qu'il y a peut-être une émission à faire sur ce mythe de la gauche qui fut proche des travailleurs puis qui a trahi. On sort toujours, alors parenthèse, s'il vous plaît les gens de droite et les nationalistes, arrêtez de sortir la phrase de Marché comme quoi il y a eu un bon communisme. Ah oui, c'est insupportable. Avec Marché qui défendait les travailleurs français contre l'immigration. Soral le fait d'ailleurs pour le coup. Mais sauf que mais Soral était au PC. Oui, c'est ça. Sauf que Marché, il a dit ça une fois. Il l'a jamais redit. Bien et sûr. Les communistes n'ont jamais eu ça dans aucune profession de foi. Bien Donc arrêtez avec Georges Marché qui était le bon communisme à la française. En revanche, les communistes étaient toujours féministes et ça c'est assez cohérent avec le reste. Mais c'est vrai que ce que tu dis sur la bourgeoisie féministe, c'est très intéressant, parce que si tant est que la gauche ait un moment défendu le peuple, et moi j'y crois pas du tout, et on pourra y revenir plus tard dans des textes et dans des vidéos, parce que c'est vrai que c'est une opinion complètement minoritaire et voire quasi inexistante. Ouais. Et ça peut être une clé d'ailleurs pour les futures victoires. Et c'est une croyance qui est un boulet pour la droite. De croire qu'il y a une vraie gauche proche du peuple. C'est un boulet aussi pour la droite pour parler au peuple. Tout à fait. Notamment aux travailleurs. On n'a pas envie de voter pour des gens qui défendent que les rentiers et les milliardaires. Enfin, je veux dire, si on n'est pas masochiste, quoi. Je veux dire, ou si on vit pas par procuration. Oui, voilà. C'est où on vote pas par procuration. Au sens figuré du terme, et au sens propre. On espère que vous êtes toujours avec nous. Vous êtes avec nous? C'est la 1000e digression. Voilà. L'émission touche à sa fin, on va revenir au sujet, parce qu'on n'a pas fait depuis l'introduction. Et je reprends, je rembobine. Donc est-ce qu'on était à la culture du viol et on a pas mal digressé. Voilà, si tant est que la gauche à un moment défendu les travailleurs, je ne le crois pas. Mais on peut dire en gros, dans les années 60-70, il y a eu un tournant libéral de la gauche, la rigueur, etc. Bon. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la gauche, elle a pu un discours, on va augmenter les salaires, enfin ce discours complètement vulgaire, quoi. Oui, franchement, pour la gauche, défendre les travailleurs, c'est quand même vulgaire, quoi. Voilà. Donc ils ont trouvé La gauche mérite mieux. La gauche mérite mieux. Je trouve qu'au Café de Flore, c'est mieux quand même. Alors, et donc on a vu. Puis en plus, les travailleurs, ils votent pas bien. Oui, en plus. On va parler d'autre chose. Et puis les pauvres. C'est ça le facho. Les pauvres sont nazis, fondamentalement. Oui. Parce qu'ils sont pauvres alors que nous, on a fait la fac. Voilà. c'est ça. Mais je veux dire, le pauvre est raciste, je veux dire, c'est son problème, hein. C'est insupportable, mais c'est comme ça. Bon, voilà. Mais bon, il en faut, parce que le Uber Eats, il va pas se livrer tout seul dans mon 7e arrondissement. Mais c'est ça. Et donc, on a vu apparaître une nouvelle gauche, qui est la gauche bourgeoise, et, par exemple, Elisabeth Badinter. Ah. Donc, le couple Badinter, donc le couple modèle de la République, puisque d'un côté, on a la peine de mort, voilà, enfin l'abolition de la peine de mort, la peine de mort pour les coupables, voilà, existant toujours, mais pour les innocents. Voilà, tout à fait. Et on a donc avec Madame Badinter, on pourrait appeler la gauche publiciste, hein, voilà, on a la gauche néo-féministe. Et on a souvent dans les propos d'Elisabeth Badinter, en effet, des propos sur la maternité, enfin contre la maternité, la femme, etc., ne se résume pas à la mère, etc. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très bourgeois là-dedans. C'est vrai que pour Elisabeth Badinter, c'est quand même plus confortable au regard de ses intérêts de classe, elle est héritière de Publicis, etc., de dire qu'elle va défendre les femmes, et souvent les femmes bourgeoises, que de défendre les travailleurs, quoi. C'est moins dangereux, on va dire, pour sa position sociale. Et c'est vrai que ce côté bourgeois du féminisme, je pense qu'il faut
le pointer et le décrire, parce qu'il est central, en fait. Bien sûr. Et les féministes, leur combat, mais tout ça a déjà été expliqué. Il y a Soral qui a fait le boulot, il y a Julien Rochdy qui avait fait une vidéo, je crois que c'était pendant l'un des confinements, sur le féminisme. J'essaierai de la retrouver pour mettre le lien, je sais pas, parce qu'il fait beaucoup de vidéos, faut que je la retrouve, mais j'essaierai, sinon chercher sur sa chaîne. En fait, il y a la bourgeoise, pour être dans le bon camp, donc elle doit être solidaire de victime, elle doit être elle-même idéalement. Le Saint Graal, c'est d'être soi-même une victime. Et elle va avoir des considérations pour sa classe sociale qu'elle va imposer aux autres. Là, pour le coup, Soral a fait tout le boulot, mais pour les plus jeunes qui n'ont pas connu l'époque où Soral parlait de tout ça, par exemple, elles vont défendre la bourgeoise va s'ennuyer dans son statut de femme, ne veut pas être enfermée dans son rôle de femme, donc elle va détester le fait d'être une femme, la maternité, elle va détester la maternité, le terme de poule pondeuse, on en a parlé, et du coup, elle va inventer des problèmes qu'auraient toutes les femmes, alors que c'est que les femmes bourgeoises, notamment l'émancipation du foyer pour aller au travail. Ça, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, mais pour le coup, je le dis parce que souvent il est pompé et personne ne le cite, c'est Soral. Oui, vers la féminisation, qui est un bon livre, peut-être son meilleur livre d'ailleurs. Les bourgeoises, donc pour elles, la libération, c'est de travailler. Mais travailler pour une bourgeoise, c'est quoi? C'est faire des chroniques à la télé, avoir des beaux postes comme ça, avoir un bon poste de journaliste, de consultante, de journaliste, etc. Et sauf que pour justifier ça, on va y venir. Pour revenir à MeToo à un moment. L'émission sur MeToo, on n'a pas du tout parlé. Mais c'est le concept global, Et donc, pour accéder à ça, elles vont inventer que c'est pas un combat de classe, mais un combat général de toutes les femmes. Et du coup, au final, eh bien, les femmes ont été libérées de leur foyer. Et c'est le fameux parallèle qu'on fait souvent. C'est la femme est sortie de l'oppression qui consiste à faire un café à son mari pour s'émanciper, pour faire des cafés à son patron. Et on a arraché la femme à son foyer. Donc le féminisme pour les gens normaux, c'est-à-dire pas les ultra-bourgeois qui ont du personnel, bien sûr. Parce qu'en fait des domestiques. Voilà, des domestiques, c'est des idées qui sont bien pour des gens comme eux. Bien sûr. Mais pour les gens qui n'ont pas de domestique, par exemple, la libération de la femme, eh bien, c'est que la femme, elle va devoir faire des heures supplémentaires pour avoir assez d'argent pour payer la nourrice qui s'occupe de ses enfants pendant qu'elle est au travail. Et c'est ça la libération. Maintenant, la vraie libération de la femme, ce serait que celles qui veulent s'occuper de leur foyer, de leurs enfants, puissent le faire. Oui, on sait très bien que pour certains... Et ce que je viens de proposer, et moi je l'imposerai pas, je le laisserai en choix. Oui, bien sûr. Et bien ce que je propose, les femmes considèrent que c'est anti-féministe. C'est anti-féministe, mais que c'est anti-femme. Oui. Alors que donner le choix aux femmes. Et d'ailleurs, il y a une féministe, c'est dommage, ça me revient pas le nom, il y a une féministe qui a dit si on laissait le choix aux femmes, elles choisiraient de rester chez elles. Bien sûr. Ça veut tout dire. Ce qui ne correspondrait pas. Là, on est vraiment en stalinisme. Elles le voudraient, donc on leur propose pas. Tu vois, on revient à la philosophie, c'est-à-dire que le féminisme, comme la gauche, le stalinisme, on est dans une philosophie antinaturelle. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment de construire une nouvelle espèce humaine, quelque part, qui soit contraire à la nature, à la loi naturelle, en fait. Et toute l'histoire de la gauche, c'est ça. C'est une lutte contre la nature, donc la nature biologique, qui fait que il y a une attirance entre l'homme et la femme, il y a une procréation, il y a une famille, ce qui fait le renouvellement de l'humanité. Ça s'est fait pendant des millénaires. Bon, je vois pas pourquoi depuis la révolution dite sexuelle qui a donné pas mal de perversions, ça ne se produirait plus. En Afrique, ça a l'air de toujours fonctionner comme ça, par exemple. Dans beaucoup de pays musulmans, ça a apparemment l'air de fonctionner comme ça. Mais c'est pas la cible des intellectuels féministes. C'est assez étrange. Le courage est peut-être limité. Voilà. Parce que moi, j'aime pas j'aime ni le féminisme de gauche ni le féminisme de droite. Mais pour le coup, on peut dire que les féministes de gauche sont un peu moins courageuses que les féministes de droite, genre Némésis. Ça on peut le dire. Sur cette question-là notamment. On peut le dire, tout à fait. C'est certain. Mais voilà, tu pointes aussi la question de la victimisation. Ça, c'est très important. Pour moi, c'est essentiel. Et MeToo, c'est ça. MeToo, c'est
je suis victime, donc je suis. Ouais. C'est-à-dire que la victime, je n'ai pas d'identité, je suis un consommateur, enfin une consommatrice. Donc, quelle peut être mon identité ? Je suis une victime. Et la victime va me donner, va me réessentialiser quelque part, va me redonner une consistance. C'est aussi la réponse à un déclassement et un avancement dans l'âge. Oui. Je n'ai plus tous les rôles que je veux avoir ou que je pouvais avoir. Oui, ça c'est... Je deviens victime. Oui, et puis c'est vrai que c'est... Parce que ce truc de MeToo, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que ça a été complètement dingue. Là, on l'a un peu oublié, même si on en parle ce soir, parce que le problème, c'est que MeToo, comme la Révolution française, quelque part, mutatis mutandis, évidemment, mais a eu des conséquences mais désastreuses sur le climat entre les hommes et les femmes, la baisse de la natalité, c'est en partie, pas complètement, mais en partie lié à ça. D'ailleurs, les femmes, pareil, pas les bourgeoises, mais l'immense majorité des femmes, il y en a quand même pas mal, et moi je trouve de plus en plus, qui se plaignent. Oui, bien sûr. Qu'il n'y a plus un homme qui fait le premier pas, qu'il n'y a plus un homme qui est galant, qui va leur parler, qui va... Mais qui les regarde. Ouais. Qui les regarde. Ouais, est-ce que malheureusement, il y a peut-être une génération d'hommes qui est en train d'intégrer bien sûr. Que c'est de l'agression, il y a ce truc qui est sorti, ou de la perversion narcissique, tout ça. Oui, en fait, tous les comportements, alors, il y a des étiquettes médicales qui se mettent dessus, ou des étiquettes juridiques. Ouais, une sorte de DSM, de classement d'une nouvelle pathologie, de psychiatrisation, ce qui est aussi une méthode stalinienne. Hein. Bien sûr. On psychiatrise, on va stigmatiser sur le plan psychiatrique comme ça son adversaire, ça c'est une méthode stalinienne aussi. Totalitaire en tout cas. On peut dire qu'il y a un totalitarisme MeToo. Ça c'est une évidence. Pour moi, le MeToo c'est un phénomène totalitaire. Et qui, alors là je vais peut-être pas me faire des amis, est peut-être plus inquiétant si on réfléchit un petit peu, ou autant inquiétant, mais il est très lié que ce qu'on appelle le grand remplacement. Oui. Parce que le grand remplacement, bon, avec des mesures énergiques, c'est d'ailleurs assez lié, parce que s'il est lié à la natalité, à plein de choses, à un réarmement démographique, pour parler comme Emmanuel Macron. Le chef de l'État. Le chef de l'État de France. Patron. Et le Mozart de la finance. Voilà. Il avait parlé de réarmement démographique. Bon, c'est étonnant. Mais on peut se dire, voilà, que MeToo, c'est encore plus totalitaire pour moi, parce que ça rentre chez nous. Ça rentre dans notre maison. Ça rentre dans notre intimité, dans l'intime de notre intimité, ce qui nous constitue, ce qui nous rend vivants, finalement, dans la vie. Hein. Et aussi, vivant dans notre une sorte d'inquisition comme ça, dans l'intime de notre intimité présente, mais surtout, c'est là qu'on voit la mécanique totalitaire à l'œuvre, dans notre passé. Oui. C'est-à-dire que, on ne sait pas, ça peut arriver à tout le monde. Un truc qu'on a fait, je sais pas, il y a des années, qu'on a complètement oublié, pas forcément, voilà. Bien sûr. Et ça peut ressurgir, ça peut arriver à n'importe qui. Alors, c'est vrai que bizarrement, ça arrive plutôt à des gens qui ont du pouvoir, mais un pouvoir sur le déclin en général. Hein, dont on aimerait bien prendre la place. Bon, je sais pas. Par exemple, c'est arrivé à Julien Bayou, qui était chef des écologistes et qui bizarrement n'est plus chef des écologistes. Et bon, il n'y a plus d'hommes maintenant à la tête des Yannick Jadot. Donc le mouvement MeToo serait aussi une arme pour prendre des places. Non, je n'irai pas jusque-là. Mais c'est vrai que voilà, il y a une mécanique totalitaire à l'œuvre qui est assez atroce, et de transparence complète en fait, mais comme si on était dans une cage transparente. J'allais y venir. Il y a ce côté un peu froid, complètement déshumanisé, où presque il faudrait qu'on s'assoie autour d'une table et qu'on signe un contrat de drague. Oui, bien sûr. Alors, je compte t'aborder, te proposer à sortir. Alors, est-ce que tu consens? Est-ce que j'aborde la drague? Article 3, telle pratique sexuelle. Et puis, c'est des choses que je la montrais, non, la pauvre, elle est... C'est une résistante. Mais voilà,
c'est ridicule, c'est des choses qu'en général elles ne suivent pas elles-mêmes. Parce que elles, c'est les premières à faire du rentre-dedans pour avoir des postes, à viser l'homme qui aura telle position, qui peut faire évoluer leur carrière, ce qui a toujours existé, hein, bien avant, pour les femmes des médias, tout ça, bien avant la libération dite sexuelle, le féminisme, etc. C'est des comportements qui ont toujours existé, sauf qu'on leur met du vernis maintenant. Oui, mais ça a toujours existé. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté totalitaire qui est assez inquiétant. Puis de mécanique de calomnie, en fait, c'est pas une mécanique de justice. Pas du tout. Je trouve que Balance ton porc, ça révèle toujours, c'est très bien trouvé. Voilà. Le MeToo français. Balance ton porc, voilà. Et c'est assez étonnant, quoi, comme mécanique. Et c'est un climat de. Voilà, c'est le titre, hein, la terreur jusque son aura, mais la terreur au sens politique, quoi. Comme une terreur. Qui a eu lieu en 93 après la Révolution. Du coup, Barbie, la culture du viol, qu'est-ce qu'elle aborde d'autre ? Alors, elle nous parle en effet de la Belle au bois dormant, parce que c'est vrai qu'il y a ce conte et puis après ce dessin animé, et il y a des féministes qui ont été jusqu'à dire ah oui, mais elle est endormie, donc le prince, s'il l'embrasse... n'a pas demandé. Est-ce que le consentement, c'est un contrat ? Voilà, enfin, c'est quand même assez délirant. Il y a plus ce côté un peu magique chez ces gens-là. Elles veulent qu'on ait plus ce côté un peu le feeling, les sentiments réciproques. Le jeu, en fait. Voilà. Le jeu de la séduction. Non, c'est consentement, contrat. C'est ça. La Belle au bois dormant n'a pas souscrit. Ouais. Je ne souscris pas. Non, mais c'est ça. Elle a hurlé à travers la vitre de sa voiture. Je ne souscris pas, monsieur le prince. Je ne souscris pas. C'est ça. Et là, c'est une bureaucratisation, quoi. C'est assez communiste. C'est communiste, c'est assez orwellien, quoi. C'est assez fou. Mais donc elle revient là-dessus. Elle revient là-dessus assez longuement. Parce que le bouquin a l'air un peu épais, donc. Ouais. Il y a quand même un peu plus, presque 300 pages. C'est très bien sourcé. C'est très bien informé, et il y a aussi une réflexion aussi sur la littérature, sur l'histoire du féminisme. Donc on voit qu'il y a vraiment du travail de ce point de vue-là. Et oui, donc on a parlé de patriarcat. Oui, tu parlais de pervers narcissique, masculinité toxique, c'est un truc qu'on entend aussi, ça aussi. Mais il y a une haine des hommes. Je viens de voir là, tu tournais les pages, je vois qu'elle parle de la misandrie. Il y a une haine des hommes qui est très révélatrice. Il y a deux choses, il y a beaucoup de livres, il y a quelques essais de gauche, quelques pamphlets de gauche misandres, dont moi les hommes je les déteste, mais je crois que c'est Sandrine Rousseau qui a coécrit avec deux autres féministes du même très haut niveau un livre qui doit s'appeler Par-delà l'Androcène, je crois. Ah oui. Qui est pareil, qui fait l'apologie de la misandrie. Misandrie, haine des hommes, tout simplement, comme quoi ce serait une arme politique des victimes, des oppressés contre les oppresseurs, puisque l'homme est forcément un oppresseur, même si la femme est la bourgeoise banataire et que l'homme est le pauvre gars qui se tue au travail pour faire vivre sa famille, c'est un oppresseur quand même. Oui, c'est ça. Même si le patron de ce gars-là, c'est le mari ou l'amant de la bourgeoise concernée. Bref, c'est un schéma qu'on retrouve souvent quand même. Et il y a aussi, il y a tout ce côté misandre, et il y a quelque chose qui est intéressant qu'on n'a pas encore abordé, mais il y a aussi chez ces gens-là, la promotion du lesbianisme comme arme politique. Oui, bien sûr. Comme arme politique féministe, ce qui est très intéressant, puisque soi-disant on est comme ça et on peut rien faire, mais on peut devenir, lesbienne pour lutter contre les hommes. Ouais. Et je trouve ça très intéressant sur le caractère profondément malsain, maléfique, tordu de ce camp-là, du camp MeToo, Balance ton porc, etc. Ce néo-féminisme. Mais c'est ça. C'est tenté qu'il y a eu un féminisme acceptable, ça si on pourra y revenir dans une autre émission ou un article. Oui, si on était un peu provocateur, on pourrait dire que le féminisme, la défense des femmes, cette doctrine de défense des femmes dans l'histoire des idées dans le monde, c'est le catholicisme. Bien sûr. Voilà, parce que quelle est la doctrine qui a donné une place, et la première, une des premières en tout cas, avec notamment la figure de la Vierge Marie, si ce n'est le catholicisme. On voit ça dans aucune autre religion, ni même spiritualité. Les catholiques qui sont les seuls attaqués par les féministes de gauche,
C'est là où je reconnais un certain courage, évidemment, chez Némésis. Courage même physique, hein, ah oui, parenthèse. Bien sûr. Donc, c'est pas parce que j'aime pas le féminisme que je crache là-dessus. Oui, elles sont d'ailleurs pas considérées comme de vraies féministes par les féministes. Tout à fait. C'est la contradiction d'ailleurs de leur position. Et bien sûr, mais ça les embête beaucoup, les féministes, parce que elles n'ont pas créé le féminisme pour défendre les femmes. On l'a vu avec l'exemple que je reprenais de Soral. Et là, c'est la preuve que le féminisme, c'est pas pour les femmes, c'est pour les femmes bourgeoises de gauche. Oui. C'est pas pour des femmes de droite, là. Qu'est-ce que font là, elles, là? Elles n'aiment pas les immigrés, pourquoi elles sont féministes? Non, mais c'est tout à fait ça. En fait, on pourrait résumer: la gauche, elle défend pas le peuple. Oui. Le féminisme ne défend pas les femmes, et l'écologie ne défend pas la nature. Exactement. Voilà, c'est les trois mensonges, entre autres, de la doxa social-démocrate ou social-libérale ou voilà. Et non, mais c'est très juste ce que tu dis. Et donc on nous parle de pervers narcissique. Donc c'est-à-dire que rien que de séduire maintenant, ça serait de la Alors en fait, le pervers narcissique, c'est je sais pas, c'est quoi? C'est le type qui en fait n'aime plus en fait, et donc on dit que c'est un pervers narcissique parce qu'en fait l'amour s'est étiolé, donc le gars il a trouvé mieux ailleurs, donc du coup c'est un pervers narcissique, il a joué avec alors que les femmes qui disent ouais j'ai été sous emprise, oui, alors il y a l'emprise, alors non, t'as été amoureuse, oui, l'emprise c'est d'amour en fait. Un homme aussi quand il est amoureux il est sous emprise, oui, c'est normal, et j'étais sous emprise, ou c'était un pervers narcissique ou machin, mais c'est le féminisme, c'est la libération entre guillemets sexuelle, la libération entre guillemets de la femme qui ont amené ces comportements-là, qui ont amené des gens, que ce soit des femmes ou des hommes, à abandonner des familles, abandonner des foyers, abandonner des conjoints pour une petite copine, ça c'était pas possible avant la libération de la femme. Oui. Donc voilà, on a libéré la femme de la stabilité. Bien sûr. Et de l'indépendance, parce que pour moi une femme qui est la maîtresse de la maison, avec l'institution du mariage, voilà, qui a son foyer, qui est protégée par l'institution du mariage, est une avancée pour le coup catholique. Bien aussi, sûr. Parce que normalement les sociétés européennes, notamment néo-païennes de nos amis d'éléments. Ah, ça me fait penser. On va y venir. Regardez. On va encore critiquer la nouvelle droite. On va encore critiquer la nouvelle droite. Quel que soit le sujet qu'on nous demande. Ah, il y a mes toilettes en ce moment là, ils sont en panne. Encore un coup des néo-païens, ça. Hein. On va parler de la construction de cette table. As-tu vu la dernière couverture d'éléments? On taquine. Non mais dans l'Europe des mégalithes, etc., il y avait la polygamie. Bien sûr. Bon, le catholicisme a amené une forme de stabilité et de protection, essayer de donner un peu d'ordre à tout ça. Ouais. Voilà. Et c'est les femmes qu'on fait, enfin c'est le féminisme, parce que c'est pas les femmes en fait, c'est le féminisme qui a fait sauter tous ces verrous là, le verrou de la. Parce qu'on appelle la libération sexuelle. Voilà. Et du coup aujourd'hui la femme vue par les féministes, promue par les féministes, eh bien c'est quoi? Eh bien c'est un produit sur un marché, le marché de l'amour, marché de la séduction, marché sexuel, tout ce qu'on veut. Et du coup, eh bien, elles en subissent les conséquences. Ça veut dire qu'elles elles se mettent avec des hommes qui les consomment. Voilà. Elles-mêmes sont consommatrices d'hommes. Mais pour ces gens-là, pour ces féministes, c'est là qu'on voit que ces gens sont absolument pas cohérents. On peut être une actrice porno féministe. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. C'est une inversion des valeurs, c'est typique. C'est dingo. Typique de... Alors qu'il n'y a rien de pire comme l'image de la femme. Oui, quoi. Mais c'est typique du camp du démon de faire croire que c'est le bon côté. C'est une perversion. Ouais, c'est tordu, c'est la perversion, c'est ça. Ouais. Et pour moi, je suis catholique, mais pour moi c'est la marque du démon. Ouais. Si on inverse les valeurs, tu le disais très bien, on fait croire qu'on défend des choses alors qu'on défend exactement l'inverse. Et oui, le féminisme ne défend pas les femmes. Le féminisme, c'est la servitude des femmes. Et le meilleur exemple, c'est de dire qu'effectivement, une actrice porno serait quasiment le summum de l'empouvoirment, comme je crois même qu'ils l'ont francisé. Oui, l'empouvoirment. L'empouvoirment, j'ai vu ça aussi, c'est ignoble. Je me demande si je l'ai pas vu dans Froide Vométrie. Je pense. Et ça serait bien son genre, ouais. Et du coup, voilà,
les femmes qui dénoncent de l'emprise ou des pervers narcissiques, en fait, c'est juste qu'elles ont été en couple et puis elles sont plus en couple. Et puis c'est forcément de la faute de l'homme et c'est forcément parce que l'homme est intrinsèquement mauvais. Oui, c'est ça. Donc il y a toujours cette haine de l'homme sous-tendue par la promotion du lesbianisme politique et par la promotion de la misandrie qui est pour le coup vraiment ridicule. Bien sûr. Pour moi, c'est de la puérilité. Les hommes sont machos, nous on n'aime pas les hommes. Moi, les hommes, je les déteste. Mais... Titre d'un livre vendu, c'est pas. Moi, je vous parle pas de pamphlets vendus sous le manteau. C'est moi mon exemplaire de moi les hommes, je les déteste, je l'ai acheté dans une grande surface. Ouais. Voilà, donc, Mais c'est juste, tu parles de puérilité. Est-ce qu'on pourrait pas parler quelque part d'immaturité aussi ? Complètement. Maturité affective finalement. Parce que là, on est un peu sur le ouin-ouin de la collégienne et de la lycéenne. C'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un mélange des deux. Il y a les têtes pensantes du mouvement qui sont dans la vraie détestation, qui ont un vrai projet de société qui est l'opposé total, voire l'effondrement total de la société traditionnelle européenne, blanche et catholique. Voilà, blanche et catholique, et des familles notamment et des foyers qui sont démolis par cette idéologie-là. Ouais. La pauvre, j'arrête pas de la montrer, alors qu'elle n'y est pour rien, Noémie Alluva, au contraire. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc, oui, c'est la démolition totale. Et tu m'avais lancé sur quoi ? Sur l'immaturité. Ah oui, c'est sur c'est l'immaturité, oui, affective. C'est soit tout le monde m'adore et c'est normal, soit je rencontre des contrariétés et c'est dégueulasse. C'est de l'injustice. C'est l'enfant. L'enfant, il a un bonbon, c'est le plus heureux du monde. L'enfant, on le prive de dessert, c'est panique à bord. Ouais. Et ouais, c'est des comportements enfantins. C'est de l'immaturité politique, mais qui s'inscrit dans un cadre de gens qui savent très bien quel projet de société ils veulent et surtout quelle société ils veulent détruire. Oui. Non, mais c'est ça. Et c'est les idiots utiles du féminisme. Les idiotes utiles du féminisme. Voilà, les idiotes utiles. Et c'est vrai que des fois, ça crée des trucs assez incroyables. Je lisais dernièrement, où j'ai vu une émission sur Annie Ernaux et un roman assez récent, qui n'a même pas 10 ans, qui s'appelle Mémoire de fille, où alors elle analyse d'une manière assez complexe d'ailleurs, mais c'est assez étonnant. Elle parle d'un viol, mais après elle parle qu'en fait c'était pas vraiment un viol. Alors il y a des dizaines de pages là-dessus. On est lecteur, on comprend pas vraiment quoi. Alors évidemment, il y a les profs de lettres qui vont dire mais oui, t'as pas compris, c'est complexe, tu vois, c'est littéraire, il y a plusieurs analyses. D'accord, mais là, enfin, c'est blanc ou noir quoi. C'est étonnant quoi. Il y a des propos comme ça aussi dans certaines auteurices, parce que vous aviez connu auteur avec un ES. Après, il y a eu autrice, mais il y a mieux maintenant. Il y a auteurice. Quand tu me l'as dit, je l'ai vu. J'ai vu ce mot écrit. Et Annie Ernaux, pour notre grande joie, est une auteurice de grand talent qui a eu le prix Nobel, n'est-ce pas, de littérature. C'est incroyable. Comme quoi, le patriarcat est tout puissant, totalitaire, mais Annie Ernaux a le prix Nobel. Je sais pas, c'est bizarre, c'est étonnant. Il y a et d'ailleurs, miracles comme petite parenthèse, dans le monde de l'édition, il y a des choses qui se passent, si les hommes le faisaient, ce serait un pur scandale. Il y a des maisons d'édition qui n'acceptent que des manuscrits de femmes. Ah oui, bien sûr. Soi-disant pour rétablir un équilibre. Oui. Bon. C'est de la discrimination positive. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et dans les concours de nouvelles, les concours d'écriture, moi je regarde souvent ces concours-là. C'est un truc qui me passionne, je sais pas pourquoi. Ah oui, mais ça intéresse. Et il y a plein de concours où le contenu doit être soit pro-féministe, soit féministe, soit pro-LGBT. Il y a des concours où c'est fait pour mettre en avant la littérature féminine, pour faire émerger des figures féminines. Et vraiment, c'est un côté comme ça, vraiment anti-homme. Et s'il y avait un concours d'écriture réservé aux hommes pour faire émerger une nouvelle littérature masculine et virile face à tous les romans de bonnes femmes qui envahissent les librairies, là par contre, ce serait inacceptable. On va pas tarder à terminer la vidéo, c'est passé très vite, mais
Mais pour conclure, enfin avant de conclure, parce qu'on va parler de ton livre sur Céline et puis de MeToo, parce que pour moi, pour moi, Céline, là, dans l'extrait que je vais lire tout à l'heure, il explique c'est quoi en fait MeToo, c'est quoi qu'il y a en dessous, et notamment cette volonté de faire carrière. Voilà. Mais pour terminer, et Noémie Alioua le fait un petit peu, mais on pourrait faire un livre entier là-dessus. La littérature, c'est souvent un reflet de l'époque qu'on vit. C'est un peu bête de dire ça, mais c'est vrai. Et c'est vrai que maintenant, les romans, c'est de l'autofiction. Il n'y a qu'à voir les 2 finalistes du Goncourt, oui, voilà, Carrère et celui qui a gagné. C'est ça. Donc finalement, c'est des romans qui ne sont pas des romans, il n'y a plus d'invention. Mais c'est vrai qu'on a des rapports en plus hommes-femmes qui sont dans une forme de misère en fait absolue, misère affective, voire sexuelle, etc. Et on voit la différence avec les grandes pages du romantisme français, avec Stendhal, la Chartreuse de Parme, Balzac, le théâtre classique de Racine, n'en parlons pas, où là, il y avait justement le marivaudage, Marivaux, donc cette tradition galante qui est l'identité française, et aussi, oui, la tradition européenne, mais particulièrement la France, parce que la France a quelque chose de particulier, un lien, je dirais, indéfectible avec la question amoureuse, on pourrait dire, et le traitement littéraire, en tout cas, a fait les plus grandes heures de notre littérature. Et c'est vrai que le refus de la joie, le refus de la vie, le refus de tout risque, en fait, le refus finalement de la dépression, en fait, simplement être vivant, le refus de la servitude, et finalement le refus de l'ironie, le refus de l'humour, le culte du premier degré, la tyrannie obligatoire du premier degré, on fait que on a MeToo, on a le féminisme dingo, et on a aussi, accessoirement, une littérature qui est très dégradée, en tout cas en France, parce qu'elle se refuse de présenter justement des passions. Et qu'est-ce que la nature humaine ? C'est une littérature castrée, froide. Voilà, ce n'est que les passions. Les passions, c'est ce qui nous rend évidemment authentiquement vivants et humains. Mais pour conclure, je pense qu'on peut parler de ton livre sur Céline, avec un extrait sur MeToo, qui n'est pas de toi, mais qui est une citation. Tout à fait. Il y a des guillemets je vais l'expliquer parce que c'est mal compris parfois. Mais... Voilà, je t'écoute et on va conclure. Dans mon livre, très bon livre d'ailleurs, petit livret, l'interview exclusive de Ferdinand Céline. Alors ne l'achetez pas, surtout pas. Parce que ce livre s'est fait détruire par la revue Éléments. Ah, c'est bête. Donc c'est forcément un ouvrage de mauvaise qualité. D'ailleurs, ils sont mauvais. Ils sont céliniens. Oui. Alors, dans ce livre, donc l'interview exclusive de Louis-Ferdinand Céline, je m'imagine journaliste de l'époque de Céline. Et je lui pose quelques questions et je lui demande notamment son avis sur MeToo. C'est Céline qui parle. Et là, c'est Céline qui parle. Dans les pamphlets. Je cite. Hollywood. Préface de la grande réserve des plus belles blanches pour juifs exclusivement. Razzia tous les dimanches. La sélection des petits tendrons de beauté se trouve particulièrement guettée par les grands chacals juifs de Californie. J'ai connu l'un de ces pachas. C'était pas possible d'imaginer le nombre de mignonnes qui se présentent pour se faire calcer, rien qu'à la furtive perspective d'un engagement pour Hollywood. Ou même un petit rôle d'essai aux environs de Paris, complètement affriolé. C'est par douzaines que ça radine, toutes présentées par leur famille, et même des pucelles, rien que des ariennes et des petites bourgeoises pas faméliques, rien au-dessus de la majorité, l'ambition. Et l'abyssin horrible en plus. Les vieux et sales, lourdingues et conques, vraies ordures, en tout et partout. Les mères auraient fait l'impossible pour qu'ils les enculent davantage, leurs jolies fillettes, si douées pour les arts. De temps en temps, ça tournait mal, il y avait du tabac, des pères, des frères, entre parenthèses, le patriarcat, des pères, des frères de famille se montraient. Mais les pachas sont protégés, il avait même celui-là tout spécialement pour son service, un vrai commissaire de police attaché à sa personne pour le dépêtrer quand ça fumait un peu fort, la police intervenait. Donc voilà, cet extrait, moi je voulais vous le lire parce que pour moi, c'est vraiment, c'est ça MeToo. MeToo, ce sont des gens qui se vendent à des gens qui peuvent les faire évoluer dans la société et en l'occurrence leur avoir des rôles.
Et quand ça tourne mal, ou quand c'est des filles plus jeunes ou plus jolies qu'on les rôle, eh bien, d'un seul coup, on doit continuer à exister en étant victime, et on dénonce ce qu'on a fait, comme si on avait été soi-même victime d'un système qui nous aurait poussé à le faire. Et ce qu'on voit dans cet extrait, donc c'est tout ça, et c'est aussi que les gens, qu'il y a quand même des frères et des pères, quand ils entendaient parler de ça, ils essayaient d'aller casser la gueule au producteur. Oui. Ça, c'est très intéressant. Mais c'est un texte des années 30, ça, c'est ça. Alors c'est les pamphlets. Ça, c'est dans les pamphlets, donc c'est avant la Première Guerre mondiale, avant bien sûr la libération sexuelle des années 60, et donc ça se passait déjà comme ça. Et pour moi, MeToo, ce sont des femmes qui dénoncent ce qu'elles font pour obtenir des rôles. Voilà. Bon, pour moi, c'est ça. Et des places. Et petite et dernière Mais attention, Élément est contre ce livre. Élément, on n'a pas aimé. Les Céliniens sont contre ce livre, donc ne l'achetez surtout pas. Je mets le lien en description, ne cliquez pas dessus, ne l'achetez pas. En plus, il est très cher, il coûte 7 €, c'est énorme. Pour mettre un bandeau, Élément n'a pas aimé. Ah oui, je vais faire la couverture, je vais mettre... Pour la réimpression. Mais c'est là, soit dit en passant, c'est ma 3 millième digression de cette vidéo. Qu'on voit que contrairement, alors quoi qu'on pense évidemment de la doctrine de Céline sur le plan politique, etc., et c'est là qu'on voit que, pour être honnête sur le plan littéraire, contrairement à ce qu'on dit, les pamphlets de Céline peuvent être vus comme des laboratoires de ses romans. C'est-à-dire qu'en fait, dans les pamphlets, il y a une espèce de laboratoire de son style pour ses romans futurs, et notamment les romans d'après-guerre. En fait. Mais on en parlait avant de tourner, mais là on en parle en public. Moi, je n'ai pas honte de le dire, moi, le Céline romancier me tombe des mains. Et comme on le disait juste avant de tourner l'émission, les pamphlets sont très bien écrits. Et on fait souvent croire, énième digression, on espère que vous êtes toujours là, mais... les gens ont zappé. les pamphlets... Ils ont zappé sur Papacito avec Mathieu Raffray pour la... T'as vu, il a fait une nouvelle vidéo. Le gars, il fait une digression dans une digression. Je m'arrête, pardon. Oui, ça nous manque, la lourde Europe, où tout le monde avait des armures et trucidait tout le monde, et et le mec, il a une épée de 15 mètres. Et te la met dans le fion, si t'es pas d'accord. Et il bouffe des saucisses de Toulouse. Après, on joue au rugby avec la tête des endroits. Bon, bref. Ça fera un short, ça. C'est vrai, c'était pas mis à dos, Papacito. Ça manquait, ça. Je sais pas pourquoi t'es arrivé dans la discussion. Non mais, bref. Les pamphlets, laboratoire de l'écriture à venir de Céline. Et moi, je trouve même... alors, on dit souvent, voilà, Céline, c'est un très grand romancier, puis il a commis ses pamphlets, là, comme si c'était un peu une petite vérole qu'il fallait cacher. Et pour moi, les pamphlets ont une vraie qualité, au-delà de la qualité intrinsèque du pamphlet, une vraie qualité littéraire, et c'est très bien écrit. En plus, c'est visionnaire. Après, c'est ce que je dis dans mon petit bouquin, c'est que pour moi, Céline, sur plein de sujets, c'est un prophète. Déjà, pour moi, là, il annonce MeToo. Là, il explique ce qui se passe, et plus tard, ce sera dénoncé par les gens qui l'ont vécu, mais qui l'ont vécu de leur plein gré, qui l'ont cherché. Parce qu'il faut pas croire que les producteurs, c'est des guetteurs qui veulent mettre la main. Non, on vient à eux, on leur livre des gens où les gens viennent se livrer. Prédateurs. Tout à fait. Et du coup, les pamphlets, c'est des vraies œuvres littéraires que moi je préfère à ces romans, mais soit dit en passant. Mais je pense que, je sais pas, je veux pas parler à sa place, mais je crois que quelqu'un comme Marc-Édouard Nab est un peu sur cette ligne-là, j'ai l'impression. Parce qu'au Régal de Vermine, son premier texte, je crois que lui, il rejette pas les pamphlets, contrairement à certains, je sais plus, je sais pas. Après, c'est un Célinien, c'est un Célinien qui était proche de la veuve de Céline. C'est quand même un Célinien qui a du mépris pour les Céliniens moins cultivés que lui. Ah oui. Ça, on le voit dans Lucette notamment. Ah oui, d'accord. Mais ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Ça. Oui. Mais non, Marc-Édouard Nab, lui, il a... Pour Céline contre les Céliniens. Oh, alors là, il y a de quoi faire. C'est vrai qu'on n'est pas fâché avec assez de monde. Il reste une ou deux personnes dans le milieu qui nous aiment bien, c'est beaucoup trop. Vous êtes encore 2 à nous regarder, merci. On vous salue. Et on fera une émission contre vous. Parce que notre but, c'est d'être à 0 personne qui nous apprécie. Mais abonnez-vous. Et non, oui, par contre, oui, le Régal de Vermine, oui, il a commencé par un pamphlet que moi j'ai apprécié en plus, ce pamphlet. Et dans ce pamphlet, d'ailleurs, je crois, j'espère que je dis pas une bêtise, mais c'est dans ce pamphlet qu'il a une phrase terrible sur les femmes.
J'espère que je me trompe pas, sinon en commentaire, n'hésitez pas à me corriger. Là-dedans, hein. Sur les chiens. Oui, et Marc-Edouard Nab, il me semble, dans Au régal des vermines, à ce trait d'esprit, il dit les femmes, comme les enfants et les chiens, sont du côté de la vie, cette merde. Bon, on conclut là-dessus. Allez. Alors, et en plus, c'est faux parce qu'on a vu. Mais par contre, les femmes sont du côté de la vie, cette merde, mais les féministes sont du côté de la mort. Ah, ça, voilà. Et ça fait la transition sur une prochaine vidéo. Oui. Un Bruno et Mario en février-mars. En février ou mars. Contre la culture de mort. On aura pas mal de choses à dire. Et ça ne veut pas dire que le prochain Bruno et Mario est en février ou en mars. Hein. C'est juste qu'on a d'autres sujets à discuter avant. On peut aussi, avant de conclure, cette fois-ci pour de bon, la vidéo, on peut vous annoncer aussi officiellement que les Bruno et Mario seront repris, peut-être pas systématiquement, mais comme dossier de la revue L'Intransigeant. Oui. Donc si vous voulez avoir une version écrite, mais retravaillée, développée avec la méthode de l'écrit, qui nous on s'adapte évidemment à notre époque, une époque de vidéo, mais et déjà il n'y aura pas les milliards de digressions dans les versions écrites. D'où l'importance de l'écrit. À l'écrit vous pouvez pas digresser, c'est ça qui est important. Mais ce qui reste évidemment c'est les écrits, et donc vous avez les Bruno et Mario, et on vous annonce officiellement aujourd'hui que vous pourrez les retrouver dans l'Intransigeant avec des bonus en quelque sorte. À partir du 4 je crois. Oui, le 4. C'est ça qui sera en avril-mai, je crois. J'ai plus le planning sous les yeux. Mais c'est ça, je crois. Mais c'est au printemps. Parce que oui, il y a le 3 en janvier. Oh oui, ce sera avril ou mai, tout à fait. Voilà, donc on va conclure. Je fais comme toujours en bon youtubeur la pub pour mon premier livre. Maître lecteur de Platon. Maître lecteur des Platons. Relayé par un professeur d'Harvard dont j'ai oublié le nom. Voilà, Adrian Vermeul, qui est professeur de droit à Harvard, m'a fait l'honneur et le plaisir de retweeter ce livre. Et donc je lui ai envoyé par la poste parce qu'il a eu un petit mot sympa aussi. Donc voilà, donc apparemment on est lu aussi outre-Atlantique, donc c'est quand même toujours, sans prendre le melon, c'est quand même toujours très intéressant. Et donc voilà, c'est toujours en vente sur le site internet des excellentes éditions Saint-Barthélemy. Même si nous avons commis un livre qui a déplu à Éléments. Ah oui, alors ça c'est un crime. Interview exclusive de Louis-Ferdinand Céline. Écoutez, même il s'est fait défoncer par Éléments, après c'est vrai que bon... il y a quand même, c'est quand même un pavé de 26 pages, donc de haine, et je comprends que en 26 pages on puisse fâcher. Mais voilà, l'interview exclusive de Louis-Ferdinand Céline, donc pareil sur le site des éditions Saint-Barthélemy. Voilà, et dernière publicité parce que pas des moindres. Voilà, Noémie Alioua, La terreur jusque sous nos draps, très bon livre contre MeToo, aux éditions Plomb. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager en masse sur les réseaux sociaux, à la commenter. Et une fois de plus, on se répète, mais vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et surtout à commenter. Nous, on adore vos commentaires, parce que même si c'est négatif, c'est pas grave. Au contraire, nous, on est là pour un espace de débat, pour les impensés, les angles morts. Donc, on essaie de répondre aux commentaires. Voilà, donc si vous n'êtes pas d'accord, au contraire, nous, on va se dire, bah oui, on n'avait pas vu ça, etc. Donc, n'hésitez pas à commenter les vidéos, on lit ça avec grand plaisir. Voilà. Parfait. Eh bien, merci pour cette conclusion. Abonnez-vous et puis à très bientôt pour un prochain Bruno et Mario. À très bientôt.